Imaginez un enfant de 30 kg si petit que les bourreaux ont dû ajouter des poids à la potence. Un enfant de 12 ans condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un adolescent condamné à 6 peines de prison à vie pour avoir volé 65 dollars. Ce ne sont pas des histoires d'un passé lointain, mais les peines les plus sévères infligées à des mineurs aux États-Unis, révélant un système judiciaire qui a parfois oublié qu'il s'agissait encore d'enfants. Joe Persons, le chemin vers la potence d'un enfant de 12 ans. Dans les annales de la justice pénale américaine, peu d'affaires ont autant marqué les consciences que celle de Joe Persons, une histoire qui commence dans la chaleur étouffante d'un été géorgien de 1915 et se termine par l'exécution inconcevable de ce qui était probablement un enfant à peine adolescent. Joe Persons a été exécuté le 24 septembre 1915 en Géorgie pour le viol d'une fillette de 8 ans, commis en juin 1915, une affaire qui gravera à jamais son nom dans les sombres chroniques de l'injustice juvénile en Amérique. Les circonstances entourant les derniers instants de Joe Persons révèlent avec une clarté dévastatrice la cruelle réalité de sa situation. Debout sur l'échafaud, ce jeune garçon afro-américain ne pesait que 65 livres. Il était si mince et fragile que les autorités ont envisagé d'ajouter des poids pour la pendaison afin de s'assurer que l'exécution serait efficace. Imaginez, si vous le voulez bien, l'horreur de ce moment. Un enfant si petit que le mécanisme même de la mort a dû être ajusté pour s'adapter à son corps minuscule. Selon certains rapports, il aurait avoué sur l'échafaud, mais les circonstances de ses aveux resteront à jamais entourées du mystère des tensions raciales et des raccourcis judiciaires de l'ère Jim Crow. La question de l'âge réel de Joe Persons est devenue un sujet de controverse historique qui témoigne des incertitudes plus générales entourant son cas. Son âge au moment de l'exécution fait l'objet de débats, les estimations allant de 12 à 15 ans, et le chercheur M. Watesby a émis l'hypothèse qu'il était probablement plus proche de 12 ans. Si l'on considère que cette exécution a eu lieu seulement 84 jours après le crime présumé, un délai qui ne laissait aucune place à une enquête en bonne et due forme, à une défense adéquate ou à la prise en compte de son jeune âge, l'injustice devient encore plus flagrante. L'affaire a été expédiée, le procès et l'exécution ayant eu lieu en l'espace de quelques mois, ce qui reflète les tensions raciales de l'époque. Ce qui rend le cas de Joe Persons particulièrement tragique, ce n'est pas seulement son jeune âge, mais l'absence totale de procédures régulières qui a caractérisé son parcours vers la potence. En tant que garçon afro-américain accusé d'un crime contre une fille blanche, son cas met en évidence les injustices historiques du système pénal, en particulier pour les mineurs. La rapidité avec laquelle son affaire a été traitée témoigne d'un système plus intéressé par une punition rapide que par la justice réelle, où la vie d'un enfant pouvait être anéantie sur la base de preuves et de procédures douteuses qui seraient jugées inconstitutionnelles selon les normes actuelles. Mais Joe Persons n'était pas le seul à subir des conséquences aussi dévastatrices à un âge si tendre, car une autre jeune vie allait bientôt être emportée par la machine impitoyable de la justice du début du XXe siècle. Fortune Ferguson. La chaise électrique de Floride fait une victime âgée de 16 ans. L'histoire de Fortune Ferguson Jr. se déroule dans le contexte de la Floride des années 1920, où l'intersection entre race, âge et justice a créé une tempête parfaite qui a coûté la vie à un adolescent et marqué un sombre tournant dans l'histoire de l'État. Fortune Ferguson, probablement âgée de 13 ans au moment du crime, a été condamnée en 1924 pour le viol d'une fillette blanche de 8 ans dans le comté d'Alachua, en Floride, et exécutée en 1927 à l'âge de 16 ans, devenant ainsi la première personne exécutée sur la nouvelle chaise électrique de Floride. Les circonstances de l'affaire Ferguson révèlent la dure réalité du Sud ségrégationniste, où la justice agissait avec une rapidité effrayante lorsqu'il s'agissait d'un accusé noir et d'une victime blanche. Le crime consistait en une agression criminelle sur une jeune fille, ce qui a conduit à une condamnation rapide avec un avocat commis d'office. Le terme agression criminelle était l'euphémisme utilisé à l'époque, mais il ne masquait guère la gravité des accusations et le caractère prédéterminé du verdict. Ferguson, représenté par un avocat commis d'office, ce qui indique clairement que sa famille n'avait pas les moyens de se payer un avocat privé, s'est retrouvé emporté par un processus judiciaire qui semblait plus soucieux de parvenir à une conclusion que de garantir la justice. La procédure judiciaire dans l'affaire Ferguson a été marquée par sa brièveté et l'absence de défense significative. Un appel a été rejeté, reflétant les protections juridiques limitées dont bénéficient les mineurs. Ce qui est particulièrement frappant dans l'affaire Ferguson, c'est l'absence de demande de nouveaux procès ou de mémoire d'exception, ce qui suggère soit une représentation juridique inadéquate, soit un système tellement défavorable à son égard que de telles mesures semblaient futiles. La date initiale de l'exécution avait été fixée au 23 septembre 1924, mais quelques instants avant l'exécution, un juge de la Cour d'appel a accordé un sursis, permettant un appel devant la Cour suprême de Floride. Une dernière lueur d'espoir dans une situation qui semblait autrement désespérée. La procédure d'appel, bien qu'elle ait finalement échoué, révèle les subtilités juridiques qui ont souvent éclipsé les considérations de justice et de clémence. L'appel, documenté dans Ferguson contre State, 90 Florida, scène 5,
1925, contestait le jugement pour des raisons techniques, arguant qu'il ne précisait pas correctement l'heure, le lieu et le mode d'exécution, ni le lieu de détention avant l'exécution. La Cour suprême de Floride a rejeté l'appel, estimant que le jugement était conforme à la loi de l'État, et l'affaire a également été examinée par la Cour suprême des États-Unis en 1927, mais a été rejetée pour absence de questions fédérales. L'exécution de Ferguson, le 27 avril 1927, a marqué un moment important dans l'histoire de la justice pénale en Floride, pour des raisons qui allaient bien au-delà de la tragédie de son cas individuel. Ferguson a été exécuté sur la nouvelle chaise électrique de Floride, devenant ainsi la première personne exécutée par cette méthode dans l'État. Le passage de la pendaison à l'électrocution, entré en vigueur le 1er janvier 1924, s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large de la Floride pour moderniser et centraliser son système de justice pénale. Ferguson est ainsi devenu, malgré lui, un pionnier dans l'adoption par l'État de ce qui était alors considéré comme une méthode d'exécution plus humaine. Alors que la vie de Fortune Ferguson s'achevait sur la chaise électrique de Floride, un autre jeune homme s'apprêtait à subir une peine qui allait choquer même les observateurs les plus endurcis du système pénal. Lionel Tate, quand un enfant de 12 ans est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire Lionel Tate marque un tournant radical dans la manière dont les États-Unis abordent la délinquance juvénile, transformant un tragique incident entre deux enfants en une bataille juridique historique qui allait bouleverser notre conception de la justice pour mineurs. Lionel Tate, âgé de 12 ans, a été condamné pour homicide involontaire pour la mort de sa cousine de 6 ans, Tiffany Unique, en 1999. Sa peine à perpétuité a ensuite été réduite, faisant de lui la plus jeune personne de l'histoire moderne des États-Unis à recevoir une peine aussi lourde. Les événements du 28 juillet 1999 se sont déroulés dans une banale normalité qui rend leur conclusion tragique d'autant plus obsédante. Le jour de l'incident, Tate était seul avec Unique, dont sa mère s'occupait, pendant qu'il regardait WWF SmackDown. Sa mère, Kathleen Grosset Tate, agent de la patrouille routière de Floride, était à l'étage en train de se préparer pour une nuit de travail lorsqu'elle a appelé pour demander aux enfants de se calmer. Ce qui s'est passé au cours de ces 45 dernières minutes allait changer à jamais le destin de deux familles et déclencher un débat national sur la nature de l'enfance, de la violence et de la justice. Lorsque Tate a informé sa mère que Unique ne respirait plus, les services d'urgence ont été immédiatement appelés, mais il était trop tard. L'autopsie a révélé des blessures importantes, notamment une fracture du crâne, une lacération du foie, une fracture des côtes, un œdème cérébral et de nombreuses contusions sur les jambes, les pieds et le cou, comparables à celles causées par une chute d'un immeuble de 3 étages ou par un choc avec une voiture roulant à grande vitesse. La brutalité même de ces blessures, au moins 35 coups, selon certains rapports, contrastait fortement avec l'affirmation de Tate selon laquelle la mort était accidentelle, résultant de l'imitation de mouvements de lutte qu'il avait vus à la télévision. La procédure judiciaire qui a suivi allait tester les limites de la manière dont la société traite ses plus jeunes délinquants. Tate a été accusé de meurtre au premier degré et jugé comme un adulte. L'accusation s'est appuyée sur la règle du felony murder, meurtre qualifié, de Floride, qui permet de condamner un enfant pour meurtre si celui-ci meurt à la suite de mauvais traitements délibérés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de tuer. Ce cadre juridique signifiait que l'accusation n'avait pas besoin de prouver que Tate avait l'intention de tuer Unique, mais seulement que ses actes constituaient des mauvais traitements aggravés à l'égard d'un enfant ayant entraîné la mort de celui-ci. En janvier 2001, à l'âge de 13 ans, il a été condamné en vertu de la règle du meurtre qualifié de Floride et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui fait de lui le plus jeune condamné de l'histoire moderne des États-Unis à recevoir une telle peine. Cette condamnation a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique et au-delà. Voici un enfant, à peine adolescent, à qui l'on dit qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, sans possibilité de rédemption ou de libération. L'ampleur de cette peine a immédiatement suscité la controverse, les détracteurs estimant qu'elle était excessivement sévère pour un mineur, tandis que d'autres invoquaient la gravité des blessures d'Unique pour justifier cette peine. L'affaire a pris une tournure dramatique lorsque les défenseurs juridiques ont contesté non seulement la peine, mais aussi l'ensemble du processus judiciaire qui y avait conduit. En janvier 2004, la Cour d'appel du district de Floride a annulé la condamnation, invoquant des doutes quant à la capacité mentale de Tate et à sa compréhension des charges retenues contre lui, car il n'avait pas été évalué avant le procès. La décision de la Cour était révolutionnaire en ce qu'elle reconnaissait que la capacité d'un enfant à comprendre les procédures judiciaires et à participer à sa propre défense devait être évaluée avant de le soumettre à un procès pénal pour adultes. À la suite de cette annulation, il a été libéré et condamné à 1 an d'assignation à résidence et à 10 ans de probation après avoir plaidé coupable de meurtre au 2e degré. Cette décision semblait offrir à Tate une seconde chance dans la vie, l'occasion de prouver que la réinsertion était possible et que le système pénal pouvait faire preuve de clémence même dans les cas les plus difficiles. Cependant, cet espoir allait s'avérer de courte durée. La fin tragique de l'histoire de Lionel Tate illustre les défis complexes auxquels sont confrontés les jeunes qui ont été confrontés au système pénal.
Tate a violé sa probation à plusieurs reprises, notamment en mai 2005, lorsqu'il a été arrêté pour vol à main armée et d'autres chefs d'accusation. Ces violations successives lui ont valu une peine de 30 ans pour violation de probation, assortie de 10 ans supplémentaires pour vol, à purger simultanément, et il est toujours incarcéré à la Hamilton Correctional Institution Annex. Si l'affaire Lionel Tate a choqué l'Amérique par sa peine sans précédent, le crime d'un autre jeune homme allait avoir des conséquences tout aussi dévastatrices. Eric Smith, 28 ans derrière les barreaux pour un crime commis à l'âge de 13 ans. Le cas d'Eric Smith est l'un des exemples les plus troublants et les plus complexes de violence juvénile dans l'histoire criminelle américaine. Cette histoire commence par le meurtre brutal d'un enfant de 4 ans et se déroule sur près de 3 décennies d'incarcération, d'audiences de libération conditionnelle et de débats sociétaux sur la rédemption et la sécurité publique. Eric Smith, âgé de 13 ans, a été condamné pour le meurtre de Derek Roby, 4 ans, en 1993, initialement à une peine de 9 ans à perpétuité, qui a ensuite été ajustée par le biais d'une libération conditionnelle. Les événements du 2 août 1993, dans le petit village de Savona, dans l'État de New York, ont brisé l'innocence d'une communauté et créé une affaire qui hantera toutes les personnes impliquées pendant des décennies. Le crime consistait à attirer Derek dans une zone boisée, à l'étrangler, à le battre et à le sodomiser, des actes de violence si choquants par leur brutalité et leur caractère calculé qu'il semblait impossible à concilier avec la jeunesse de l'auteur. Derek Roby, âgé de 4 ans, se rendait seul à pied à un centre aéré local, une première pour lui, car sa mère supervisait habituellement ce court trajet lorsqu'il a croisé Eric Smith, qui se rendait au même centre à vélo. Les détails de ce qui s'est passé dans ces bois révèlent un niveau de préméditation et de violence qui défie l'entendement. Smith a attiré Derek dans une zone boisée en lui promettant un raccourci, et une fois seul, il l'a étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, lui a laissé tomber une grosse pierre sur la tête, l'a sodomisé avec un petit bâton et a versé du Kool-Aid provenant de la boîte à lunch de Derek dans ses plaies ouvertes. La cause du décès a été déterminée comme étant un traumatisme crânien avec asphyxie. La cruauté délibérée de ces actes, en particulier la profanation du corps et l'utilisation du déjeuner de la victime dans le cadre de ces violences, témoignaient d'un niveau de trouble psychologique difficile à comprendre chez une personne aussi jeune. L'enquête qui a suivi a révélé le paysage psychologique complexe qui avait conduit à ce crime horrible. Le mobile de Smith, comme l'ont révélé par la suite les audiences de libération conditionnelle, provenait d'une colère non résolue. Il se décrivait comme un solitaire, souvent victime d'intimidation à l'école en raison de son apparence. Oreilles décollées, lunettes épaisses, cheveux roux et taches de rousseur, et soumis à des violences domestiques à la maison. Lors de son audience de libération conditionnelle en 2021, Smith a donné un aperçu de son état d'esprit au moment du crime. « Je suis devenu le tyran que je détestais dans ma vie », indiquant qu'il avait reporté sa colère et sa frustration sur une victime innocente qui n'était en rien responsable de ses souffrances. La procédure judiciaire dans l'affaire Smith s'est distinguée par la décision de le juger comme un adulte malgré son âge. Jugé comme un adulte, il était alors le plus jeune accusé de meurtre de l'histoire de l'État de New York. Il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré le 16 août 1994 et condamné à une peine de 9 ans à perpétuité le 7 novembre 1994. Cette peine représentait la peine maximale applicable aux mineurs auteurs de meurtres à l'époque, reflétant à la fois la gravité du crime et la difficulté de la société à réagir face à une violence aussi extrême de la part d'une personne aussi jeune. Le parcours carcéral de Smith reflète les défis que représentent l'hébergement et la réinsertion des délinquants mineurs dans un système destiné aux adultes. Son incarcération a commencé au Brookwood Secure Center, un établissement pénitentiaire pour mineurs à sécurité maximale situé à Claverack, dans l'État de New York, où il a été détenu pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a ensuite été transféré dans une prison ouverte pour jeunes adultes et, en 2001, après avoir atteint l'âge de 21 ans, il a été transféré au Clinton Correctional Facility, une prison à sécurité maximale. Au fil des ans, il a été transféré dans plusieurs établissements à sécurité moyenne, car il faisait preuve d'un bon comportement et participait à des programmes de réinsertion. La procédure de libération conditionnelle dans le cas de Smith est devenue une épreuve qui a duré des décennies et qui a mis en évidence la tension entre la réinsertion et la sécurité publique. Smith est devenu éligible à la libération conditionnelle en 2002, 9 ans après sa condamnation, et a dû se présenter à des audiences tous les 2 ans pendant près de 2 décennies. Sa libération conditionnelle a été refusée à 10 reprises, entre juin 2002 et janvier 2020. Ces refus répétés étaient fondés sur plusieurs facteurs, notamment des préoccupations liées à la sécurité publique, l'opposition des parents de Derek qui assistaient à chaque audience et les déclarations troublantes faites par Smith lors des premières audiences. Un moment particulièrement troublant s'est produit lors d'une audience de libération conditionnelle en 2004, lorsque Smith a admis avoir éprouvé un sentiment agréable à la suite de son acte, ce qui a conduit à un refus alarmant la commission. Cet aveu suggérait que Smith n'avait pas pleinement compris la gravité de ses actes ni développé de remords sincères,
ce qui rendait la commission de libération conditionnelle réticente à le libérer, ce qui était compréhensible. Cependant, en 2009, ses déclarations avaient considérablement évolué puisqu'il exprimait des remords et l'espoir de devenir conseiller pour les enfants victimes d'intimidation, même s'il a fallu plus d'une décennie supplémentaire pour que la commission soit convaincue de sa réinsertion. Ce n'est qu'à sa 11e audience, en octobre 2021, que la libération conditionnelle lui a été accordée. Au cours de cette audience, Smith a révélé qu'il était fiancé à une avocate depuis 2019 et qu'il prévoyait de déménager dans le Queens, à New York, s'il était libéré. Sa libération, initialement prévue pour le 17 novembre 2021, a été retardée en raison de l'absence de logement approuvé, mais a finalement eu lieu le 1er février 2022, après 28 ans de détention, à l'âge de 42 ans. La décision d'accorder la libération conditionnelle est restée très controversée, divisant l'opinion publique et les experts juridiques. Le procureur chargé de l'affaire l'a qualifié de pari énorme, invoquant la crainte que Smith ne récidive compte tenu de la brutalité de son crime à un si jeune âge. À l'inverse, les preuves de la réinsertion de Smith, notamment ses problèmes disciplinaires minimes en prison, ses résultats maths scolaires et ses expressions de remords sincères, suggéraient qu'il avait véritablement changé au cours de ces décennies d'incarcération. L'affaire Smith continue d'influencer les débats sur la justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne l'équilibre entre punition et réinsertion et la possibilité de rédemption même pour les délinquants juvéniles les plus graves. Il reste en liberté conditionnelle à vie, sa surveillance prenant fin le 16 avril 2025. Alors que l'histoire d'Eric Smith démontre les conséquences à long terme de la violence juvénile, une autre affaire remettrait en question nos hypothèses fondamentales sur la justice et le traitement des enfants dans le système judiciaire. George Stinney Jr., le plus jeune condamné à mort du XXe siècle. L'histoire de George Stinney Jr. représente peut-être l'exemple le plus flagrant d'injustice raciale et d'échec judiciaire dans l'histoire juridique américaine. Une affaire si fondamentalement viciée et moralement répréhensible qu'il aura fallu 70 ans au système judiciaire pour reconnaître son erreur catastrophique. George Stinney Jr., un garçon afro-américain de 14 ans, a été exécuté le 16 juin 1944 pour le meurtre de 2 filles blanches à Alcolu, en Caroline du Sud, à l'issue d'un procès marqué par l'injustice raciale, devenant ainsi la plus jeune personne exécutée aux États-Unis au XXe siècle. Les circonstances de l'affaire Stinney se déroulent dans le contexte du Sud ségrégationniste, où la ségrégation raciale n'était pas seulement légale, mais rigoureusement appliquée par la loi et par l'intimidation violente. Né le 21 octobre 1929, George Junius Stinney Jr. était un jeune garçon afro-américain vivant à Alcolu, en Caroline du Sud, une ville marquée par une ségrégation raciale stricte. La communauté était divisée selon des lignes raciales rigides, avec des quartiers, des écoles et des églises séparées qui garantissaient une interaction minimale entre les résidents blancs et noirs. Cet environnement ségrégué a créé un climat explosif de tensions raciales qui allait finalement coûter la vie à un garçon de 14 ans. Le 23 mars 1944, les corps de Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 8 ans, ont été découverts près d'une voie ferrée, le crâne fracassé par ce qui semblait être un crampon de chemin de fer. Suite à la découverte des corps des filles, Stinney a été arrêté le jour même, le 23 mars 1944. La rapidité de son arrestation, le jour même de la découverte des corps, témoigne d'un jugement précipité qui a privilégié une résolution rapide plutôt qu'une enquête approfondie. Le fait que Stinney ait été vu en train de parler aux filles la veille de leur disparition a immédiatement fait de lui un suspect. Mais cette preuve circonstancielle s'est avérée être le fondement d'une affaire extrêmement fragile. L'interrogatoire de George Stinney a violé tous les principes de procédure régulière et de justice pour mineurs que nous reconnaissons aujourd'hui. Il a été interrogé pendant des heures sans la présence de ses parents ou d'un avocat, une pratique légale à l'époque, mais reconnue par la suite comme une violation de la procédure régulière. Au cours de cet interrogatoire prolongé, la police a affirmé que Stinney avait avoué les meurtres, admettant avoir eu envie d'avoir des relations sexuelles avec l'une des victimes. Cependant, il est important de noter qu'il n'existait aucune trace écrite de ces aveux, qui ont par la suite été contestés comme ayant été obtenus sous la contrainte. L'absence de toute documentation relative à ces aveux présumés est particulièrement troublante compte tenu de leur importance capitale pour l'accusation. Le procès lui-même était une parodie de justice qui a choqué même les sensibilités limitées de la Caroline du Sud des années 1940. Le procès, qui s'est tenu le 24 avril 1944, a été précipité et a duré moins de 3 heures. La sélection du jury et le procès ont eu lieu le même jour, et un jury composé exclusivement de blancs a délibéré pendant moins de 10 minutes avant de le déclarer coupable de meurtre. La rapidité de cette procédure, de la sélection du jury à la condamnation en une seule journée, démontre un mépris total pour la gravité des accusations et la vie qui était en jeu. La composition du jury, entièrement blanc dans une affaire impliquant un accusé noir et des victimes blanches, garantissait que les préjugés raciaux imprégneraient chaque aspect du processus de délibération. La qualité de la représentation juridique de Stinney était lamentablement insuffisante, même selon les normes des années 1940.
Son avocat commis d'office, Charles Plowden, une personnalité politique locale, n'a pas contesté les preuves de l'accusation, n'a pas appelé de témoins et n'a pas procédé à un contre-interrogatoire, rendant la défense inefficace. L'incapacité de Plowden à monter une défense significative, ne convoquant aucun témoin, ne contestant pas les preuves, ne tentant même pas de contre-interroger les témoins de l'accusation, suggère soit une incompétence flagrante, soit une acceptation prédéterminée de l'issue inévitable. Cet abandon des intérêts de son client a violé les principes les plus fondamentaux de la représentation juridique. La sentence et son exécution rapide révèlent le fonctionnement terrifiant de la machine de mort. Stinney a été condamné à mort par électrocution et, le 16 juin 1944, il a été exécuté, 84 jours seulement après le crime. Les détails physiques de l'exécution soulignent l'horreur de ce qui s'est passé. Mesurant 1,50 m et pesant moins de 45 kg, il était trop petit pour les sangles de la chaise électrique, ce qui l'a obligé à s'asseoir sur des livres, et le masque a glissé pendant l'exécution, exposant son visage en larmes. L'image d'un enfant assis sur des livres pour atteindre la chaise électrique, le visage exposé et en larmes tandis que l'électricité parcourait son petit corps, représente l'un des moments les plus honteux de l'histoire juridique américaine. Les conséquences immédiates de l'arrestation et du procès de Stinney ont dévasté sa famille et démontré l'impact plus large de l'injustice raciale sur la communauté. La famille de Stinney a subi des répercussions immédiates après son arrestation. Son père a été licencié de son emploi dans une scierie et la famille a été contrainte de fuir la ville sous la menace d'un lynchage. Le déplacement de toute une famille sur la seule base d'une accusation portée contre l'un de ses membres illustre comment l'injustice raciale fonctionnait comme un système de terreur et de contrôle à l'échelle de la communauté. Pendant 70 ans, l'affaire George Stinney Jr. est restée classée, son exécution étant considérée comme légitime malgré les vices de procédure évidents. Cependant, des efforts pour disculper Stinney ont commencé en 2004 sous l'impulsion de l'historien local George Frierson. La détermination de Frierson à découvrir la vérité sur cette affaire a déclenché un mouvement plus large en faveur de la justice qui allait finalement rétablir la mémoire de Stinney. Le 16 décembre 2014, la juge Carmen Mullen a annulé la condamnation, estimant que Stinney avait été fondamentalement privé d'un procès équitable. La décision de la juge Mullen condamnait de manière exhaustive la procédure initiale, citant les aveux probablement obtenus sous la contrainte, la représentation inefficace et l'exécution comme punition cruelle et inhabituelle. L'exonération a été étayée par de nouvelles preuves qui avaient été ignorées ou supprimées lors du procès initial. Parmi ces nouvelles preuves figurait le témoignage d'alibi de ses frères et sœurs, notamment celui de sa sœur Amy Ruffner qui, âgée de 77 ans en 2014, a déclaré qu'ils regardaient ensemble leurs vaches paître lorsque les filles ont été tuées. Cet alibi était disponible en 1944, mais n'avait jamais été présenté en raison de l'inefficacité de la défense. Une déclaration sous serment du révérend Francis Batson, qui a découvert les corps, suggérait que les filles avaient peut-être été tuées ailleurs, ce qui affaiblissait encore davantage la théorie de l'accusation. Les recherches suggèrent que sa condamnation était probablement injustifiée. Elle aurait été annulée à titre posthume le 16 décembre 2014 en raison d'aveux obtenus sous la contrainte, d'un procès inéquitable et de violation des droits constitutionnels. Si l'affaire George Stinney représente une injustice historique enfin reconnue, notre dernier cas nous transporte à l'époque moderne, où la dure réalité des peines infligées aux mineurs continue de remettre en question notre conception de la justice et de la rédemption. Joshua Phillips, une peine à perpétuité à 14 ans. Le cas de Joshua Phillips illustre l'évolution de la justice pour mineurs à l'ère moderne. Joshua Phillips, âgé de 14 ans, a été reconnu coupable du meurtre de sa voisine de 8 ans, Madeleine Ray Clifton, en 1998 et condamné à la prison à vie. Les événements du 3 novembre 1998 à Jacksonville, en Floride, ont commencé par ce que Phillips a qualifié d'accident. Des recherches suggèrent que Phillips a affirmé que l'incident avait commencé par accident, lorsqu'il a frappé Clifton avec une balle de baseball, et qu'il s'était aggravé en raison de la panique et de la peur d'être puni par son père violent. Le corps de Maddie a été découvert 7 jours plus tard, caché sous le lit à eau de Phillips après que sa mère ait remarqué une fuite. Il a été jugé comme un adulte et condamné pour meurtre au premier degré en 1999, recevant une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les décisions historiques de la Cour suprême des années 2010 ont fondamentalement modifié les peines infligées aux mineurs. Phillips est devenu éligible à une nouvelle condamnation depuis 2023 à la suite d'une décision de la Cour suprême de 2012 contre les peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoire pour les mineurs. En juin 2025, il a entamé une procédure de révision de sa peine avec une comparution devant le tribunal le 8 juillet 2025, mais aucune information n'est disponible au-delà de cette date. Alors que Phillips attend son sort judiciaire, une autre affaire montre comment même des crimes non violents peuvent donner lieu à des peines choquantes. Travion Blount, 6 peines d'emprisonnement à perpétuité à l'âge de 15 ans.
Le cas de Travion Blount est l'un des exemples les plus extrêmes de la manière dont les lois sur les peines minimales obligatoires peuvent aboutir à des résultats excessivement sévères pour les délinquants juvéniles. À l'âge de 15 ans, Travion Blount a été condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité et à 118 ans de prison pour un vol à main armée commis à Norfolk, en Virginie, en 2006, sans faire de blessés. Travion Blount, accompagné de 2 jeunes de 18 ans, a commis un vol à main armée lors d'une fête chez un particulier, forçant les invités à lui remettre leur téléphone portable, leur argent et leur marijuana sous la menace d'une arme. Mais personne n'a été blessé. Les objets volés avaient une valeur totale d'environ 65 $, 2 téléphones portables et 3 joints de marijuana. Ce qui a transformé ce délit mineur en une peine à perpétuité, ce sont les lois strictes de Virginie en matière de peine minimale obligatoire et la décision de Blount de passer en jugement. Sa décision de passer en jugement, contrairement à ses co-accusés qui ont été condamnés à des peines de 10 et 13 ans dans le cadre d'accords de plaidoyer, lui a valu une peine sévère de 6 peines à perpétuité plus 118 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. L'intervention des gouverneurs de Virginie a finalement apporté un soulagement. En 2014, le gouverneur Bob McDonnell a réduit sa peine à 40 ans et en 2018, le gouverneur Terry McAuliffe lui a accordé une grâce conditionnelle, la réduisant encore à 14 ans, ce qui a conduit à sa libération en 2020 à l'âge de 29 ans. Si l'histoire de Travion Blount s'est finalement terminée par sa libération, notre prochain cas montre comment la coercition criminelle peut piéger les enfants. Kenneth Young. 4 peines à perpétuité. L'histoire de Kenneth Young est l'un des exemples les plus poignants de la manière dont la pauvreté et la coercition criminelle peuvent piéger un enfant. Kenneth Young avait 14 ans lorsqu'il a été contraint par le dealer de drogue de sa mère à commettre 4 vols à main armée à Tampa, en Floride, en juin 2000, et condamné à 4 peines à perpétuité à l'âge de 15 ans. Kenneth Young a grandi à Sweetcase City, dans le nord de Tampa, un quartier violent et ravagé par la pauvreté. Son père est mort avant son premier anniversaire et sa mère a lutté pendant 19 ans contre une addiction au crack. En juin 2000, à l'âge de 14 ans, Young a été contraint par Jacques BTA, le dealer de crack de sa mère, âgé de 24 ans, à participer à 4 vols à main armée dans des hôtels de la région de Tampa. BTA a menacé de tuer la mère de Young s'il ne se pliait pas à ses exigences. Jugé comme un adulte en vertu de la loi de Floride, Young a été condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle à l'âge de 15 ans. La décision rendue en 2010 par la Cour suprême dans l'affaire Graham C. Floride a conduit à une nouvelle condamnation en 2011, où il a été condamné à 30 ans de prison, avec crédit pour le temps déjà passé en détention, plus 10 ans de probation. Young a été libéré le 1er juillet 2021, après plus de 20 ans, mais a été arrêté à nouveau en janvier 2024 pour trafic de drogue, ce qui souligne les difficultés de la réinsertion. Alors que le cas de Kenneth Young illustre les défis actuels, notre prochain cas nous ramène à une époque plus ancienne. Sean Richard Sellers, le dernier mineur exécuté pour un crime commis à l'âge de 16 ans. Le cas de Sean Richard Sellers occupe une place unique dans l'histoire de la justice pénale américaine, car il marque la fin de l'exécution de personnes pour des crimes commis alors qu'elles étaient mineures. Sean Richard Sellers a été le dernier mineur exécuté aux États-Unis pour un crime commis à l'âge de 16 ans, le 4 février 1999. Sean Richard Sellers a eu une enfance difficile, marquée par des abus présumés. À 16 ans, il s'est intéressé au satanisme, qui, selon lui, a influencé ses actes criminels. Le 8 septembre 1985, il a abattu Robert Paul Bauer, un employé de supérette âgé de 32 ans, apparemment par curiosité. Le 5 mars 1986, il a assassiné sa mère et son beau-père pendant leur sommeil. Il a été jugé comme un adulte, reconnu coupable de meurtre au premier degré pour les 3 crimes et condamné à mort, malgré les arguments de la défense, invoquant son jeune âge et d'éventuels troubles mentaux. Pendant qu'il était dans le couloir de la mort, il s'est converti au christianisme et s'est opposé à la peine de mort pour les mineurs. Sellers a été exécuté par injection létale le 4 février 1999, à l'âge de 29 ans, attirant l'attention internationale car il s'agissait de la première exécution en 40 ans pour un crime commis à l'âge de 16 ans. Son cas a contribué aux débats qui ont conduit à la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2005 dans l'affaire Roper vs. Simmons, qui a interdit les exécutions de mineurs. Ces affaires nous rappellent que derrière chaque précédent juridique se cachent des vies humaines réelles, celles de jeunes dont les actes ont été commis pendant les années les plus formatrices du développement humain. L'évolution des exécutions rapides vers des incarcérations de longue durée, puis vers la révision des peines, montre à la fois les progrès et les défis persistants dans notre quête d'une justice qui équilibre la protection de la société et la reconnaissance du potentiel humain de rédemption. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres vidéos similaires.